Alors bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par ImoWeb qui commence avec un peu de retard, vous l'aurez constaté, suite à un problème manifestement technique que je ne maîtrise absolument pas. Et je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Et Valentin Kogels, qui est le CEO d'ImoWeb, me confirme effectivement que c'est un défaut technique qui entraîne un certain retard. Ceci étant, bienvenue chez moi. J'aurais bien préféré vous recevoir en formation présentielle comme on le fait d'habitude. Et dans ce contexte particulier, le but de ce webinaire ou de cette petite formation est d'essayer d'avoir un point relativement clair sur le cadre légal dans lequel vous devez, en qualité d'agent immobilier, actuellement vous mouvoir. Et vous avez eu l'occasion de voir que ce n'était effectivement pas ça. Alors, un petit rétroacte si vous le voulez bien. Le 28 octobre de cette année, bien entendu, l'arrêté ministériel indiquait que nous allions repasser dans un confinement avec certaines modalités. Cet arrêté ministériel avait une annexe dans laquelle les agents immobiliers n'étaient pas repris en qualité de commerce essentiel. Par la suite, dès le 1er novembre, cet arrêté ministériel a à nouveau été modifié. Et là, on indiquait clairement les commerces qui pouvaient continuer à rester ouverts. Et malheureusement, les agences immobilières ne se retrouvaient pas dans la catégorie des commerces essentiels qui pouvaient recevoir de la clientèle. S'en est suivi une petite saga, c'est le moins que l'on puisse dire, qui précisait ceci. Si effectivement les agences immobilières doivent fermer leurs portes au public en ce sens qu'elles ne peuvent plus accueillir de public et que le télétravail doit obligatoirement y être organisé, le principe était que l'arrêté ministériel ne prévoyait aucune interdiction sémantique en ce qui concerne les visites. Deux points de vue se sont bien entendu opposés et vous n'y avez pas été étranger. Le point de vue des autorités et le point de vue des instances IPI, Fédéria, CIB, etc. À l'issue d'un recours au Conseil d'État, sur lequel finalement le Conseil d'État ne s'est pas penché définitivement dans la mesure où il a considéré qu'il n'y avait pas urgence, le principe a été que les visites sont interdites. Ceci a encore été modalisé tout dernièrement dans la foire aux questions du site officiel coronavirus.be, qui indique qu'en réalité, les agents immobiliers peuvent continuer à réaliser des visites sous des conditions excessivement strictes, à savoir qu'ils ne peuvent pas accompagner le client intéressé, locataire ou acheteur, dans l'immeuble qu'il propose à la visite, et que pour que cette visite puisse être organisée, l'immeuble doit être vidé de ses occupants. Donc on fait bien une différence entre les immeubles vides et les immeubles qui sont habités. Pour pouvoir effectuer une visite dans les conditions que je viens d'indiquer avec un amateur, l'immeuble doit être vidé de ses occupants. Nous arrivons quand même dans une situation qui est relativement ubuesque. Alors la question qui se pose dans ce cadre légal strict est de savoir ce que peuvent effectivement continuer à faire les agents immobiliers. Alors je vais essayer d'être relativement clair puisque les textes, eux, ne le sont absolument pas. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est qu'à l'inverse du premier confinement où vous n'aviez plus l'autorisation de poursuivre vos activités et donc de solliciter d'éventuels prospects, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, dans un premier temps, à l'heure actuelle, vous pouvez continuer à travailler sans toutefois avoir de contact ni avec un potentiel vendeur, ni avec un potentiel bailleur. Vous me direz, quel est alors l'intérêt de continuer soit à prospecter, soit à accepter une éventuelle mission? Alors, soyons très clairs. Le principe, c'est que l'agent immobilier, en tout cas en ce qui me concerne,
a une énorme plus-value sur le particulier dans le cadre de la vente. Refuser à l'heure actuelle de pouvoir réaliser une estimation, une expertise au motif que vous ne pourriez pas faire de visite est assez réducteur. À nouveau, je m'explique. Si je suis un particulier et que j'entends vendre mon immeuble à l'échéance de la période de confinement qui arrivera malgré tout ce qu'on peut en penser, eh bien, je vais m'adresser à un agent immobilier à ce jour et demander s'il est d'accord de signer une mission. Est-ce que vous pourriez me rendre visite? La réponse est négative. Est-ce que je peux vous rendre visite? La réponse est négative. Sauf dans le cadre du B2B, où là, par contre, ce serait autorisé, ce qui est à tout le moins étonnant, puisqu'il semblerait donc que le virus parvienne à faire la différence entre un professionnel ou un particulier. Ceci étant mis à part, puisque vous ne pouvez pas effectivement me rendre visite, est-ce que vous pourriez néanmoins vous rendre sur les lieux afin de procéder à une estimation du bien pour lequel on va éventuellement vous solliciter? Et là, la réponse peut être positive, dans la mesure où, dans la foire aux questions qui complète l'arrêté ministériel, il est indiqué qu'une seule personne peut effectivement se trouver dans l'immeuble indépendamment de toute occupation. Donc, finalement, une mission d'expertise, une mission d'estimation ou une mission visant à réaliser un dossier photographique permettant la commercialisation du bien ou la réalisation d'une visite virtuelle pourrait être considérée comme étant autorisée à partir du moment où vous serez seul dans l'immeuble, que cet immeuble soit vide ou que cet immeuble soit habité. La condition, c'est que dans l'hypothèse où cet immeuble est habité, pendant que vous serez dans l'immeuble, il est hors de question que vous entriez en contact avec les habitants. Deuxième chose, il faut également être clair. Je suis intéressé comme vendeur de faire appel à vos services non seulement pour avoir une idée de l'estimation et de la valeur de mon immeuble, mais également parce qu'un agent immobilier aura toujours une surface entre guillemets commerciale beaucoup plus importante que la mienne, dans la mesure où vous avez un portefeuille client, c'est incontestable, mais vous avez également une visibilité et une façon d'amener les biens sur le marché qui va entraîner beaucoup plus de visibilité pour mon bien. Et le concept, c'est qu'à l'heure actuelle, je le répète, vous pouvez continuer à travailler à ce niveau-là. Dès lors, continuer à présenter des biens n'est pas interdit. La question est, oui, mais comment pourrons-nous obtenir des missions dans un cadre hors contact? Alors, il n'y a pas d'incompatibilité. Évidemment, vous devrez faire preuve soit d'imagination, soit de disposer des moyens techniques. Est-ce qu'à un moment donné, un agent immobilier est autorisé à conclure une mission en dehors de son agence? La réponse est bien entendu positive. Est-ce que envoyer une mission par mail à l'un de vos futurs vendeurs ou à l'un de vos futurs bailleurs est suffisant? La réponse est toujours positive. Attention, si vous envoyez votre projet de mission, et je rappelle qu'un agent immobilier a l'obligation de travailler sous le couvert d'un écrit, veillez, petit 1, à ce que cette dernière fasse bien état du délai de rétractation qui est de 14 jours calendrier dès lors que la mission sera signée totalement à distance et sans contact. Deuxième chose, outre l'ensemble des mentions légales qui doivent bien entendu figurer dans votre mission, n'oubliez pas, c'est un point de détail mais important, de joindre à votre mission les informations précontractuelles qui sont obligatoires dans ce cadre-là, ainsi que le formulaire de rétractation. Les informations précontractuelles qui ont un caractère obligatoire, c'est en réalité un résumé de votre façon habituelle de travailler. Il ne s'agit pas ici d'aller pêcher un document en blanc sur un site X ou un site Y. Il s'agit d'un résumé
de votre façon de travailler personnalisée avec votre logo. C'est important parce que le fait de ne pas communiquer cette information précontractuelle est passible d'une sanction administrative. Donc, soyez dans les clous en ce qui concerne votre mission tout d'abord. Un écrit avec les mentions légales obligatoires et les annexes obligatoires. De la sorte, vous démontrerez également le sérieux dont l'agence fait preuve, même dans la conclusion d'un contrat à l'extérieur. Une fois que vous aurez adressé ce fameux contrat à votre potentiel futur client, est-ce qu'il doit obligatoirement l'imprimer, le signer, le scanner et vous le renvoyer? Alors, la réponse est négative, ce n'est pas obligatoire. Mais pour ceci, il faut faire une petite différence. En réalité, c'est un problème de preuve. Ce qui est important dans le cadre d'une procédure telle que je suis en train de la décrire, c'est que vous puissiez prouver que vous avez eu un écrit et que vous avez obtenu l'accord de votre commettant sur cet écrit. Est-ce qu'il est nécessaire que l'écrit soit simplement une signature sur un bout de papier? Fort heureusement, la situation a considérablement évolué. Et finalement, suite à une loi qui assimile le mail et le SMS à un écrit, le mail a une valeur probante équivalente à celle de l'écrit, sans toutefois que l'on ne puisse considérer que tout écrit a la même valeur. Je m'explique. Vous m'envoyez un mail en indiquant, voilà notre mission, je vous remercie de bien vouloir l'imprimer, la signer, la scanner. Et je vous remercie de bien vouloir accompagner le document signé de votre carte d'identité. C'est une obligation liée à la prévention du blanchiment d'argent. Si je le fais, est-ce que le mail par le biais duquel je vais vous renvoyer cette mission sera suffisant? Oui, pour autant que vous parveniez bien à prouver que celui qui vous a envoyé le mail est bien la personne engagée dans le cadre de la mission, raison pour laquelle la carte d'identité est un élément dont vous ne pouvez, à ce stade, absolument pas vous passer. Deuxième possibilité, vous m'envoyez le même mail avec la même pièce jointe et je vous réponds, mais je n'ai pas d'imprimante. Est-ce que si je vous renvoie un mail en disant j'ai pris connaissance de votre convention, je marque accord avec son contenu et je vous demande de bien vouloir commencer votre mission, est-ce que cela est suffisant? Eh bien, la réponse est à nouveau positive. Le mail est assimilé à un écrit, il traduit la volonté claire, nette et précise de votre commettant de bien vouloir s'engager, mais il vous appartiendra, en qualité d'agent immobilier, d'en renforcer la valeur probante en ayant la certitude de ce que le rédacteur est bien la personne qui s'est engagée. Évidemment, le contexte du Covid ne nous facilite pas la tâche à ce niveau-là, mais rassurez-vous, vous pouvez effectivement avoir de nouvelles missions. Alors, à nouveau, est-ce que dans le contexte du Covid, où vous allez peut-être réaliser des démarches qui vont être plus frayeuses et plus coûteuses, je parle ici des visites virtuelles ou des déplacements que vous allez faire en plus de ceux que vous réalisez d'habitude, est-il possible de faire en sorte que votre commettant se rétracte, ou plus exactement renonce à son droit de rétractation? La réponse est négative. Le droit de rétractation dont va bénéficier une personne consommatrice est un char d'assaut sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse. En clair, il en disposera toujours. Néanmoins, vous pouvez tenter de vous protéger de deux façons. La première, c'est, imaginez ceci, je vous demande de vendre mon immeuble, je signe avec vous une mission, nous sommes en période de Covid, mais néanmoins, lorsque vous rentrez ce bien, vous le savez, il correspond à l'un des prospects qui est dans votre portefeuille. Et vous parvenez en clair à obtenir une offre très rapidement, mais tellement rapidement qu'elle se réalise en déant le délai de rétractation.
Est-ce que je pourrais toujours utiliser mon droit de rétractation pour me soustraire au paiement de vos honoraires dans ce cadre-là? Et la réponse est à nouveau négative, sauf si vous n'avez pas adapté votre mission. Et là, le principe est très simple. Au lieu d'indiquer à un moment donné que le consommateur renonce ou ne renonce pas à son droit de rétractation, demandez-lui s'il accepte que vous commenciez à travailler tout de suite ou s'il ne l'accepte pas. En général, les personnes sont tout à fait d'accord pour que vous commenciez à travailler immédiatement. Mettez une petite case à cocher dans votre mission. La personne coche et dit « J'accepte que vous commenciez à travailler tout de suite ». Est-ce que cette personne a renoncé à son droit de rétractation? À nouveau, non. Mais, puisqu'il a accepté que vous commenciez immédiatement, elle ne peut plus utiliser son droit de rétractation pour ne pas payer vos honoraires dans l'hypothèse où vous réaliseriez votre mission dans ce fameux délai. Deuxième chose, puisque le Covid génère parfois des frais complémentaires au niveau de la réalisation de visites, au niveau de la réalisation de dossiers photographiques ou de visites virtuelles, auriez-vous la possibilité d'en obtenir le remboursement si le commettant avec lequel vous avez signé décide finalement de se rétracter en déant les 14 jours qui lui sont dus, je le répète? À nouveau, adaptez vos missions. Dans l'hypothèse où il y arriverait que cette personne se rétracte, elle devrait vous rembourser pour autant que, 1, cette personne ait marqué accord pour que vous commenciez à travailler tout de suite, 2, que votre mission indique clairement qu'en cas d'usage du droit de rétractation, le commettant remboursera à l'agent immobilier les frais qu'il aura réalisés et qui devront être justifiés. Malheureusement, vos heures ne seront pas remboursées, mais par contre, les frais que vous avez consentis pourront l'être quant à eux. Alors, je résume. Dans un premier temps, vous n'êtes pas contraint et forcé d'arrêter de travailler comme lors du premier confinement. C'est une interdiction de contact. Vous pouvez continuer à travailler sur les dossiers qui étaient ouverts dans vos agences et vous pouvez continuer à prospecter ou à accepter de nouvelles missions sans contact en utilisant les moyens de communication qui ne vous sont bien entendu pas étrangers, mais en prenant davantage de précautions. Une fois que vous aurez cette fameuse mission, ça y est, maintenant, vous avez une intervention qui est couverte. La question qui se pose est celle, effectivement, des visites. Alors, il faut répondre en deux temps. Nous sommes dans un contexte actuel qui est tout à fait flou, hein, que l'on soit bien d'accord, c'est complètement flou et ça change parfois du jour au lendemain. Néanmoins, là, maintenant, à l'heure où je vous parle, physiquement, est-ce que vous pourriez réaliser des visites? Alors, à nouveau, la réponse est non. Vous ne pouvez plus accompagner de prospects ou de personnes dans un immeuble, fût-il vide ou fût-il occupé. Donc la réponse est claire et malheureuse d'ailleurs. L'agent immobilier doit à ce jour rester à la porte du bien pour lequel il réalise une commercialisation. C'est aberrant. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a moyen de s'adapter? Oui, bien entendu, certains d'entre vous l'ont d'ores et déjà fait en utilisant différents moyens. Mais indépendamment de cette adaptation technologique, à partir du moment où vous réaliseriez un contact, et plus exactement, le mot contact est très mal choisi, le principe c'est vous allez, et excusez-moi pour ça, ouvrir une porte et vous laissez l'amateur visiter seul l'immeuble. Question, êtes-vous responsable des dégradations ou des vols qui pourraient être commis dans l'immeuble par la personne que vous avez trouvée en faveur de votre futur commettant? Rien n'est clair par rapport à ça, mais après en avoir discuté avec d'autres juristes et certains avocats également, le principe est non, vous n'êtes pas responsable. Il faut être clair. Votre assurance en tant que telle vise à couvrir les problèmes que vous pourriez générer à travers votre propre comportement ou les
les bêtises que vous réaliseriez dans le cadre d'une visite. Ici, nous sommes clairement dans le cadre de bêtises, pour utiliser un terme châtié, qui est commise par un individu que vous ne connaissez absolument pas. En conséquence de quoi? Si jamais vous réaliseriez des visites dans les conditions indiquées, je vous engage simplement à avertir votre propriétaire de ce que vous ne supportez aucune responsabilité en raison du comportement de l'individu. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Bien, certainement pas, mais le principe à l'heure actuelle peut être considéré comme acquis, tout comme il est, par exemple, acquis qu'un agent immobilier n'est pas le garant de la solvabilité du locataire ou même de celui qui se propose comme acheteur. Vous devez vous baser sur une apparence de solvabilité. Eh bien, c'est exactement le même principe. Dans le cadre fondamentalement de l'acheteur ou du futur locataire, vous vous basez sur une apparence de bonne foi et d'honnêteté de la personne. Vous n'avez pas à aller au-delà. Et à partir du moment où le propriétaire accepte les visites dans les conditions qui lui sont finalement imposées, à ce niveau-là, l'agent immobilier ne supportera pas la responsabilité des dégradations qui pourraient être commises. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est une plus-value à nouveau pour l'agent immobilier, que le fait de passer par un agent immobilier permet d'avoir un certain filtre par rapport aux personnes qui vont rentrer chez le propriétaire qui veut faire les visites. Ce que ne pourrait absolument pas obtenir le propriétaire s'il faisait les choses lui-même ou s'il passait par l'intermédiaire d'autres plateformes. Donc, l'agent immobilier, à nouveau, a cette plus-value, ne la négligez pas. Et surtout, pour éviter clairement la mise en cause éventuelle de votre responsabilité, je vous engage à clairement avertir votre client des conditions dans lesquelles la visite se réalise et que les dégradations ne seront pas de votre fait. D'accord? Maintenant, ça c'est pour une visite classique, entre guillemets classique, dans le contexte actuel, nous sommes bien d'accord. On parle beaucoup des visites virtuelles. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le premier principe, c'est que vous pourriez entrer dans les lieux si vous êtes seul pour vous permettre de réaliser le reportage qui va permettre la réalisation soit d'une commercialisation sur base fondamentalement d'un dossier photographique ou la réalisation du reportage visite virtuelle. Est-ce que les visites virtuelles sont une solution en soi? Je laisse à chacun finalement son appréciation sur l'idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cadre légal. Le cadre légal, quel est-il? J'entends trop souvent qu'il est impossible d'envisager de louer ou de vendre sur base d'une simple visite virtuelle. C'est inexact. Le principe suivant lequel, dans le bail, il est indiqué que le locataire a pris connaissance de l'état des lieux après avoir visité ou que l'acheteur déclare avoir visité les lieux, est une appréciation complémentaire, mais elle peut être modifiée. Alors, on peut le faire. La première chose que vous allez envisager, c'est ceci, et je le dis uniquement pour vous. Soit vous allez réaliser le reportage et la visite virtuelle par vos propres moyens, soit vous allez réaliser le reportage et la visite virtuelle sera réalisée, quant à elle, par un prestataire avec lequel vous allez signer un contrat. Faites attention à un petit point de détail, c'est la propriété intellectuelle ou le droit d'auteur, plus exactement. À partir du moment où quelqu'un va utiliser son savoir-faire pour pouvoir effectivement réaliser le reportage, son reportage peut être protégé par le droit d'auteur. Et le droit d'auteur lui permet d'utiliser ce fameux reportage au-delà de la simple zone de la vente ou de la commercialisation. Il peut l'utiliser pour vanter ses propres services. Et finalement, quel ne pourrait pas être l'étonnement d'un acheteur qui va constater que son intérieur se retrouve dans des magazines X ou Y. Veillez, pour éviter un système conflictuel, oserais-je vous dire, eh bien, veillez
à ce que le sort de ces droits d'auteur soit effectivement réglé pour que vous puissiez clairement en informer les personnes. C'est un point de détail. Le point qui est nettement moins de détail, c'est que la visite virtuelle ne peut donner que ce qu'elle a. À savoir que un amateur potentiel, tel que moi, pourrait très bien réaliser une visite virtuelle avec vos commentaires. Tout ça est très très bien. Mais le problème, c'est que la limite de l'information n'est pas assez souvent indiquée. Vous allez comprendre. Lorsque vous réalisez une visite à caractère physique, la personne est sur les lieux, elle peut se rendre compte des problèmes ou des caractéristiques de l'immeuble, et vous me direz, la visite virtuelle peut faire pareil. Oui, mais dans un degré moindre. Par contre, est-ce que la visite virtuelle permet de se rendre compte de l'environnement dans lequel se trouve l'immeuble? Est-ce que la visite virtuelle permet de se, entre guillemets, et combien de fois pardon, ne l'avez-vous pas entendu, de se sentir bien dans l'immeuble, d'avoir le fameux coup de cœur? C'est beaucoup plus difficile. Alors, il ne faut pas oublier que l'agent immobilier que vous êtes a une obligation d'information. Cette obligation d'information, bien entendu, elle va être celle que vous donnez à votre propriétaire, mais elle est aussi et surtout celle que vous donnez à l'acheteur potentiel. Et oui, l'obligation d'information d'un agent immobilier va dans les deux sens. Et la jurisprudence est assez stricte par rapport à ça. Lorsque vous donnez des informations à l'acheteur, vous devez bien entendu répercuter auprès de l'acheteur les informations qui vous ont d'abord été données par le propriétaire. C'est normal. Mais la jurisprudence va plus loin. Et elle dit également qu'un agent immobilier doit répercuter auprès de l'acheteur les informations dont il ne peut ignorer l'existence en fonction de ses capacités professionnelles. Et je vous le rappelle, vous êtes des professionnels. Vous disposez d'un titre. Et sans ça, si à un moment donné, on vide cette obligation de sa substance, la profession d'agent immobilier risquerait d'y perdre beaucoup. Et je vous rassure, beaucoup donnent ces informations en visite physique. Mais la visite virtuelle a, je le répète, ses limites. Alors je vous engage, à partir du moment où vous réaliseriez des dossiers photographiques, des visites virtuelles, à bien indiquer les limites de l'information qui sont communiquées. Pour éviter quoi? Eh bien, pour éviter, petit 1, la mise en cause de votre responsabilité qui serait ténue, j'en conviens volontiers, mais surtout, est-ce que le principe d'indiquer la limite de l'information ne permettrait pas d'éviter qu'un acheteur se dise par la suite oh, « je me suis engagé, mais si j'avais su, si j'avais vu, je ne me serais absolument pas engagé. Et donc, je vais me retirer du processus de commercialisation, du processus d'achat. » Et là, tout le bénéfice du travail que vous aurez réalisé risque effectivement de s'écrouler. Entendons-nous bien, je ne souhaite pas mettre le flingue sur la tempe de l'acheteur ou du vendeur. Le principe, c'est de dire à un moment donné qu'il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. En indiquant les limites de l'information, vous permettez à la transaction d'acquérir beaucoup plus de sécurité. À nouveau, c'est une plus-value pour la profession d'agent immobilier. Et surtout, on évite quoi? Eh bien, on évite qu'un acheteur n'utilise la visite virtuelle comme prétexte pour se retirer. Non, vous pourrez lui dire, mais monsieur, nous vous avons donné la correcte information, vous vous êtes engagé sur base des informations que vous avez reçues, nous ne vous avons pas demandé de force de signer. Et donc, vous allez, en clair, limiter ce qu'on appelle le principe de l'erreur. En réalité, quand une personne s'engage, elle doit donner un consentement. Si ce consentement est vicié, elle peut effectivement revenir sur son engagement. Et l'un des vices de consentement, c'est l'erreur, que vous avez d'ailleurs entendu régulièrement dans le cadre des prestations physiques que vous pourriez réaliser. Nous sommes bien d'accord. Et l'erreur, de quoi découle-t-elle? Eh bien, elle découle tout à la fois d'une carence de l'information ou d'un défaut de l'information. À partir du moment où vous indiquez clairement les informations qui ont été données et celles qui ne le sont pas,
le spectre de l'erreur peut effectivement reculer un peu. Alors maintenant, vous avez fait votre reportage, vous avez quelque chose qui est hyper bien fait. Et vous avez, entre guillemets, le terme est mal choisi, mais je n'en ai pas d'autre, attiré le chaland ou le regard, effectivement, d'un acheteur potentiel. La question est, cet acheteur potentiel peut-il s'engager sur base d'une simple visite virtuelle? Alors, nous avons trois hypothèses. Trois hypothèses. Peut-être me direz-vous qu'il en existe plus, mais soit l'individu réalisera une offre ferme. Alors, est-ce qu'une offre ferme pourrait être émise après une simple visite virtuelle? J'ai, à titre personnel, quelques doutes sur le principe. L'idée, par contre, c'est que dans l'hypothèse où, suite à une visite virtuelle ou finalement simplement à une exploration par l'intermédiaire du dossier photographique de qualité que vous aurez obtenu, est-ce qu'une personne peut s'engager? À nouveau, la réponse est oui. Est-ce que vos documents d'offre doivent, dans ce cadre précis, être adaptés? Et la réponse est assurément oui. Petit 1, le principe, c'est que vous devrez indiquer que la visite qui a découlé sur une offre est une visite virtuelle réalisée dans des conditions X avec la limite de l'information telle qu'elle a été communiquée à l'offrant. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la jurisprudence par rapport aux documents d'offre a considérablement évolué. Dans un document d'offre, vous pouvez toujours n'y mettre que la mention du prix, la mention du bien et sa durée de validité. Votre offre sera toujours légale à ce niveau-là. Mais, vu la faiblesse de son contenu, même si elle devait être acceptée ou si la personne souhaitait se rétracter, elle pourra le faire avec une grande facilité dans la mesure où, en cette matière, dans le domaine immobilier, on ne se contente plus de l'article 1583 qui est en réalité il y a vente lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix. On ne peut plus s'en contenter à partir du moment où quelqu'un souhaite se rétracter. Pour que votre offre à ce moment-là soit correctement libellée, vous devez y ajouter les éléments que l'on retrouve de manière habituelle dans vos compromis de vente. Alors vous pouvez les résumer, vous n'aurez pas une offre qui ressemble à un compromis de vente, mais vous allez devoir mettre dans votre offre des éléments qui apparaissent de manière tellement habituelle dans un processus de vente immobilière que vous n'y pensez même plus, mais qui sont des dérogations au droit habituellement appliqué, qui est simplissime en matière de vente, lequel principe s'applique finalement que l'on vende un immeuble ou que l'on vende un smartphone. Ceci étant, vous allez adapter vos documents d'offre et à partir de là, vous pourriez, qu'on soit clair, obtenir effectivement un engagement ferme et définitif, alors que pour l'instant, vous n'êtes entré en contact avec personne. Comme je vous l'ai dit, obtenir une offre ferme suite à une visite virtuelle, j'ai quelques doutes. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Mais oui, vous pourriez également, et c'est le deuxième point, obtenir cette fois-ci une offre sous la condition de la visite physique après la levée du confinement. Alors vous allez me dire, est-ce que ça vaut quelque chose juridiquement? La réponse sera claire, précise et négative. Non, c'est un engagement moral. Est-ce qu'on peut faire ce type d'offre? Oui, on indique à ce moment-là que moi, je suis intéressé, je vous fais une offre suite à la visite virtuelle d'un montant de X pour cet immeuble. Toutefois, cette offre ou l'engagement que je prends est conditionné par une visite physique qui se passera à une date prévue et je disposerai par exemple d'un délai de 48 heures pour ensuite me décider définitivement. Est-ce que cette offre devrait être signée par le propriétaire? Mais oui, tant qu'une offre n'est pas signée par le propriétaire, elle ne formalise pas effectivement la vente.
tant qu'il n'y a pas d'acceptation, on ne va pas avancer beaucoup dans le dossier de vente. Et vous me direz, oui, mais si le propriétaire accepte fondamentalement ce type d'offre conditionnée par une visite physique, ça veut dire qu'il se bloque définitivement sur le marché jusqu'à ce que cette visite physique se réalise et sans avoir la certitude d'obtenir la vente de son immeuble. Et vous aurez parfaitement raison. Raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous avons mis au point un système d'offres qui est plus un engagement moral qu'autre chose. C'est une offre qui est conditionnée par une visite physique, qui est acceptée par le propriétaire, mais l'acceptation du propriétaire peut être retirée dans l'hypothèse où le propriétaire obtiendrait un accord ferme d'une personne tierce avant que celui qui a fait une offre fasse la visite physique. En français, dans le texte, ce n'est qu'un engagement moral. Nous sommes dans un engagement moral réciproque de se tenir plus ou moins informés. Est-ce que ça a un intérêt pour vous? Eh bien, à mon sens, oui. 1. Vous ne laissez pas l'immeuble, je vais dire, c'est assez particulier, mais immobile sur le marché de la vente, de sorte que vous obtenez des prospects dont vous connaissez à tout le moins la volonté de s'engager sur la hauteur de l'impact financier. Et là, ça vous permet en réalité de montrer à nouveau la plus-value de l'agent immobilier sur le terrain, puisque vous allez commercialiser le bien, obtenir des prospects et voir vers où la vente est susceptible de s'orienter. Troisième point maintenant. Troisième point. La question est importante, mais on a toujours tendance à ne pas vouloir utiliser. Vous pourriez très bien ressortir de vos tiroirs l'option d'achat. Alors vous allez me dire, mais non, l'option d'achat, ça on ne peut pas faire. Mais si, une option d'achat ou une option de vente ne peut pas être utilisée par un agent immobilier dans l'hypothèse où ce dernier utiliserait ce document pour obtenir une mission. Ça, c'est formellement interdit. Mais par contre, dans le cadre de la négociation pour laquelle vous intervenez, vous pouvez bien entendu utiliser l'option d'achat. Alors, un petit mot par rapport à ça. Il faut la manipuler avec beaucoup de précautions, mais néanmoins, on va acquérir dans le cadre de la vente beaucoup plus de certitude, sans néanmoins engager tout le monde. À nouveau, je m'explique. Lorsque vous récoltez une offre, je suis le vendeur, vous me soumettez l'offre et c'est moi qui vais dire si oui ou non je décide d'accepter cette offre. Nous sommes bien d'accord, c'est moi qui ai la main et c'est à moi qu'appartient le processus décisionnel. Quand on travaille avec une option d'achat, eh bien on inverse le processus décisionnel. Je vais me reprendre cette fois-ci, mais en qualité d'acheteur. J'ai fait une visite virtuelle, très bien faite au demeurant, et je suis très intéressé par l'immeuble. Monsieur Tidgat, puisque vous êtes très intéressé, faites-moi une offre. Et je vais vous répondre, non, vous êtes gentil, mais moi, je souhaite qu'une visite physique vienne corroborer le bon sentiment que j'ai par rapport à cet immeuble. Je ne ferai pas d'offre ferme et définitive sur base d'une simple visite virtuelle. Eh bien, monsieur Tidgat, pas de problème. Nous avons un deuxième document qui dit que vous pouvez faire une offre et que vous conditionnez la validité ou l'engagement pris par une visite physique. Et je lis votre document et je constate qu'effectivement c'est vrai, mais le propriétaire pourrait très bien, lui aussi, trouver un mieux offrant. Écoutez, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je souhaite, c'est éviter que cet immeuble ne me passe effectivement sous le pif. Alors, utilisez une option. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, le propriétaire s'engage à vous donner une priorité absolue et à ne vendre l'immeuble à personne d'autre que vous pendant une période qui aura été déterminée. Pendant cette période, c'est vous qui allez décider si oui ou non vous allez lever cette option d'achat. Ah, ça j'aime bien. Oui, mais monsieur Tidgat, là le principe est simple. C'est que dès lors que le propriétaire accepte de vous concéder tout à la fois cette priorité et cette réservation, ce n'est pas gratuit. Il faut que vous acceptiez aussi de rétribuer le temps qu'il vous est laissé.
Et par exemple, vous pourriez très bien utiliser là le principe suivant lequel ce temps est indemnisé par un mois de loyer, par exemple. C'est l'indisponibilité du bien. Quel est l'avantage de ce truc-là? Eh bien, c'est que l'option, c'est l'acheteur qui va décider si oui ou non il la lève. Après le confinement, je visite l'immeuble et finalement, je ne suis pas convaincu. Je ne lève pas l'option, je ne suis pas obligé d'acheter, mais néanmoins, votre propriétaire aura obtenu une indemnité pour l'indisponibilité du bien. C'est quand même relativement intéressant. Soit la visite physique corrobore mon sentiment, je décide de lever l'option, j'achète l'immeuble, et là, ce sera à vous de décider, puisque vous pouvez le faire, si le prix de l'option viendra totalement ou partiellement en déduction du prix de l'immeuble. Si vous travaillez avec des documents d'option, soyez très attentif à leur rédaction. Attention, nous avons un point d'interrogation au-dessus de la vente. En conséquence de quoi, tant qu'on est dans un système d'options, nous n'avons aucune certitude, qu'on soit bien d'accord, aucune certitude. Mais néanmoins, l'acheteur est quant à lui certain de ce que l'immeuble ne passera pas entre d'autres mains s'il se décide, et le vendeur, quant à lui, a finalement une rétribution pour l'indisponibilité de son bien. C'est un système finalement mixte qui permet à toutes les parties d'avoir un morceau de satisfaction dans une période où finalement il y en a très peu de la satisfaction. Juste un point de détail dans la rédaction d'une option de ce type-là, dans ce contexte précis, veillez à bien indiquer que cette option ne sera pas cessible. C'est-à-dire qu'en réalité, l'acheteur potentiel ne vise pas à commercer derrière votre dos, puisqu'une option, c'est un bout de papier qui me donne une priorité. C'est celui qui détient ce bout de papier qui a la priorité ou la réservation. Si elle est cessible, ça veut dire que je pourrais très bien la donner, ou plus exactement la vendre, à une tierce personne, et que le propriétaire qui a voulu me consentir à moi un avantage se retrouve avec un acheteur dont il n'a pas souhaité connaître l'existence un jour. Donc, faites bien attention, ça doit, je le répète, être manipulé avec précaution. J'en terminerai avec un élément important également, c'est dans le cadre maintenant des visites qui sont réalisées, vous obtiendriez des offres. Est-ce qu'une offre par mail ou une offre par SMS serait considérée comme valable? Alors, je vais être très clair. Oui, une offre par mail, ok. Une offre par SMS, je n'y crois pas. Tout simplement parce que pour que l'offre soit considérée effectivement comme étant engageante et liante pour l'acheteur, il est important qu'elle contienne un ensemble de mentions. Et la plus-value de l'agent immobilier est à nouveau là, à nouveau, c'est qu'il va vérifier le caractère sérieux de l'offre. Et ça, il n'y a pas une machine qui pourra le faire. C'est à un moment donné de dire non, non, les termes qui ont été utilisés par l'offrant ne suffisent pas. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et là, le mail comme support est valable, mais il ne faut pas confondre le support et le contenu. Tout comme le SMS est valable, mais il ne faut à nouveau pas confondre le support et le contenu. Or, faire une offre complète par SMS, ça relève de l'impossible. Donc, attention à ce principe-là. À nouveau, si vous obtenez une offre, par mail dont vous considérez qu'elle est complète, qu'elle est sérieuse, le rôle de l'agent immobilier ne s'arrête pas là. Son rôle va aller jusqu'à vérifier et à augmenter la valeur probante. Vous devez avoir la certitude de ce que celui qui a émis l'offre est bien celui qui vous a envoyé le mail. Et là, c'est votre travail. Si vous ne disposez pas de système sécurisé de signature ou d'environnement complètement sécurisé, alors le rôle de l'agent immobilier, outre le fait de vérifier le caractère sérieux de l'offre, est de vérifier que ce support émane bien de celui qui souhaite s'engager. Est-ce qu'une acceptation maintenant pourrait intervenir également par le biais d'un mail ou d'un SMS? Et là, la réponse est à nouveau positive.
La réponse est positive et il faut y faire attention. Vous recevez une offre par mail suite à une visite virtuelle. Vous n'avez pas le droit pour l'instant d'être en contact direct avec vos clients. Vous envoyez cette offre à votre client en disant j'ai tout vérifié, c'est une offre sérieuse, je vous la soumets et vous avez maintenant la liberté de décider si vous l'acceptez ou pas. La personne qui l'accepte, est-ce qu'elle doit obligatoirement contresigner cette offre? La réponse est à nouveau négative. On ne doit pas obligatoirement mettre sa signature sur le bout de papier pour être engagé. Non, si on vous répond par mail j'accepte cette offre, eh bien ça vaudra acceptation formelle, à nouveau, à la condition que vous puissiez être certain de ce que celui qui vous a envoyé cette acceptation est bien l'auteur de celle-ci. Raison pour laquelle, oserais-je vous dire, dans le principe de la rédaction de la convention de courtage, mettez toujours les adresses mail de vos commettants. Ça vous permettra d'avoir les certitudes quant à ce moyen de communication. Est-ce qu'une acceptation par SMS pourrait se faire? Et là, il y a pas mal de jurisprudence. C'est une jurisprudence gantoise qui est arrivée à l'origine de ça, où un propriétaire avait accepté une offre par SMS. Et évidemment, par la suite, il avait reçu une offre plus élevée qu'il s'était également empressé d'accepter, mais cette fois-ci par le biais d'une signature manuscrite. Alors, lequel a prévalu sur l'autre? Eh bien, en réalité, le SMS a été considéré comme un écrit par le magistrat. Et pour que le SMS soit considéré comme un écrit, en réalité, il faut deux conditions. L'une, c'est qu'il puisse être conservé, ce qui n'est plus très difficile à l'heure actuelle. Deux, qu'il soit constitué de caractères alphanumériques. En français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire qu'un simple pouce levé ou un émoticône qui rigole ne veut pas dire acceptation. Non, il faut que ce soit formalisé en langage clair. Mais que les propriétaires y soient attentifs. Le fait d'accepter une offre fût-ce par SMS vaut effectivement acceptation. Et dans nos sociétés modernes, et ça ne peut pas être contesté d'ailleurs, nos smartphones sont considérés comme des instruments sécurisés, privatisés, dont le seul numéro suffit à prouver l'identité de celui qui a envoyé le message. Et c'est un peu vrai ce qu'ont décidé les magistrats à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que nos smartphones, à tout le moins, pour les ouvrir, il faut un code PIN. Et pour pouvoir les utiliser, maintenant, il faut souvent ou une empreinte digitale ou une lecture de notre faciès. Donc, sur cette base-là, attention à ce qu'un propriétaire ne soit pas trop versatile et remettez-le à sa place si tel devait être le cas. Alors, j'espère que j'ai fait un peu le tour de la digitalisation et de l'évolution d'une vente à travers effectivement le prisme malheureusement très peu clair du contexte Covid qui vous empêche d'avoir des contacts. Vous empêcher d'avoir des contacts, c'est très clair. Par contre, vous empêcher de travailler, ce n'est pas juste. Et sur cette base-là, vous avez la possibilité de le faire. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, bonjour Corentin, on se connaît, hein, donc je lis la question. Quid si un immeuble, alors arrêtez de rire quand je vais mettre mes lunettes, merci. Quid si un client fait une offre ferme pour un immeuble sans l'avoir visité et qu'il mentionne dans l'offre l'avoir visité? Seuls les écrits restent, hein, Corentin. Donc on va considérer qu'effectivement il déclare le contraire de ce qu'il signe. Tu risques effectivement d'avoir un retrait de l'offre sur base d'un vice de consentement. Ça me paraît clair. Il va à un moment donné pouvoir contester facilement l'existence d'une visite, même s'il déclare le contraire. Tu ne sauras pas établir noir sur blanc qu'il a fait cette visite, puisque physiquement tu ne peux pas le faire, et il t'appartient à nouveau de réserver la preuve de ce que tu as communiqué, un lien pour pouvoir réaliser la visite virtuelle. Donc, attention, dangereux. À nouveau, le rôle de l'agent immobilier, c'est ça qui est important. C'est de bien vérifier le document et le caractère sérieux du document. Si toi, tu sais pertinemment que la visite virtuelle a été réalisée et que le type te transmet une offre indiquant qu'il a visité le bien,
tu peux te dire que manifestement, il s'est trompé et que son offre est assortie d'une erreur. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'ici, je n'arrive pas à les lire, hein, je préviens tout de suite. Non. Alors, il semblerait que non. Alors, Ah, encore. Faut-il dorénavant être docteur en droit pour vendre une maison? Alors, je rassure Stella par rapport à ça, certainement pas. Malheureusement, je vais être très clair, le principe du juridique a pris de plus en plus d'ampleur dans le domaine de l'agence immobilière et de la mise en cause de celle-ci. Être docteur en droit, s'il te plaît, non, je souhaite essayer de conserver un minimum de boulot et je souhaite surtout vous le laisser. La seule chose, c'est que, si je peux me permettre, il faut faire attention à la force de l'habitude. Ne pas toujours croire que les choses sont comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Il faut évoluer et toujours se tenir informé. Malheureusement, pour vous, sur certains points, qu'on soit bien d'accord. Mais le principe du droit en tant que tel est un principe de bon sens. Il faut néanmoins y rester attaché pour éviter de se retrouver confronté à de stupides, et je le dis très sincèrement, de stupides mises en cause de la responsabilité de l'agent immobilier. Alors, c'est un anonyme. Pouvez-vous revenir sur l'offre avec la possibilité de rétractation en cas de meilleur offrant? Alors, attention, le principe d'une offre, la personne fait une offre. Tu as un immeuble à vendre à 100 000 euros. J'ai une offre émise à 100 000 euros. Est-ce que cette offre oblige ton vendeur à vendre à la personne? La réponse est totalement négative. Pourquoi? Parce que les tribunaux considèrent à l'heure actuelle que l'offre qui est émise, en réalité, ou plus exactement, pardon, l'annonce qui est émise constitue un appel à obtenir des offres d'achat. En vrai français dans le texte, tant que l'offre n'a pas été acceptée par le propriétaire, ce dernier n'est pas engagé. Et d'ailleurs, si tu reprends les définitions légales, malheureusement c'est ainsi, c'est qu'une offre est un engagement unilatéral. Donc, en clair, c'est un engagement qui n'engage que celui qui l'a rédigé. Tant qu'elle n'est pas acceptée par le propriétaire, malheureusement, la personne ne peut pas obtenir de sa part quoi que ce soit. Alors, est-ce indispensable d'avoir un accord écrit du propriétaire pour pouvoir laisser un client visiter seul? Je ne dirais pas que c'est indispensable, mais c'est une précaution importante. Moi, je dirais que les visites s'exécutent dans les conditions prévues actuellement dans la FAQ, donc la foire aux questions du site officiel. Moi, je dirais simplement ça. Et là, à partir de là, l'information a été correctement donnée par l'agent immobilier. Merci à toi, Michel. Alors, Michel me remercie. Voilà, je crois qu'on va clôturer pour ce soir. Je sais que vous avez encore certainement beaucoup de questions. Je vous remercie de m'avoir accueilli aussi chez vous et j'espère qu'on se reverra bientôt dans le cadre d'une formation en présentiel. Une bonne soirée à tous.